La fameuse vidéo sur la ménagerie d'Ecotalk est enfin sortie, on l'attend depuis avril, avec Greg Guillotin, Amandine Depaz et Yunanaga Yunatodi-tout. On va la reprendre point par point. J'en profite, je me rafraîchis, je suis désolé, il fait trop chaud. Let's go. Nénette, c'est son nom, suscite beaucoup d'intérêt. Elle est la pensionnaire la plus âgée de la ménagerie du Jardin des Plantes. Comment un lieu public aussi reconnu que le Muséum d'Histoire Naturelle peut-il encore garder des animaux comme les orang-outans en captivité dans ces conditions? Et surtout, un autre avenir est-il envisageable pour Nénette et ses congénères? Pour le comprendre, nous avons enquêté pendant plusieurs mois aux côtés d'associations, militants, chercheurs et primatologues. Parce que voir des animaux enfermés dans un environnement inadapté et exhibés derrière une vitre révolte aussi les scientifiques, mais peu osent en parler. Ce débat sur la captivité dans les parcs zoologiques divise l'opinion publique. Dans un sondage IFOP, 49% des personnes interrogées pensent que le bien-être animal n'est pas assuré pour les animaux sauvages. Commencer directement avec la situation de la ménagerie de Paris, qui est quand même un site classé historique. Donc tout ce qui va être nouveauté, tout ce qui va être développement, modification, ça comprend énormément de critères. C'est un site qui vieillit mal, il faut le reconnaître, même au sein du métier, on est beaucoup à le dire. Les animaux, dans un futur quand même le plus proche possible, il serait envisageable que les animaux qui peuvent partir, bien sûr, on reviendra sur le Canet plus tard, soient transférés vers d'autres structures, que ce soit des refuges, des sanctuaires, d'autres parcs zoologiques. Mais il faudrait effectivement que les animaux qui peuvent partir soient remplacés soit par de faux animaux, par quelques écrans, par histoire que la ménagerie reste un site historique de sensibilisation. Mais c'est vrai qu'en 2026, on peut plus se permettre de laisser des animaux dans les conditions dans lesquelles ils sont, je parle en général. Les sondages, je fais partie de ces gens qui se méfient beaucoup des sondages et qui n'y croient pas spécialement. D'ailleurs, ça aurait été bien de mettre un lien où le résultat exact du sondage, savoir de quoi il s'agissait, s'il s'agissait que de la ménagerie ou s'il s'agissait des parcs zoologiques en France de manière générale. Et je tiendrais à souligner que la ménagerie, c'est vraiment le cas à part des parcs zoologiques en France. C'est vraiment le seul qui est dans cette situation, qui a ce genre d'infrastructure. Tous les autres, sauf ceux qui ont du mal à suivre ou qui ne veulent pas tout simplement, se développent. Il y a une progression nette depuis les 20-30 dernières années des parcs zoologiques. Donc il faut arrêter de tout le temps prendre un cas, ici la ménagerie, et d'en faire une généralité sur toute la captivité en fait. Pareil, le sondage parle des gens qui pensent que le bien-être animal n'est pas respecté. Donc encore une fois, c'est trop flou comme sondage. Ce sont des gens qui pensent, ce sont des gens qui, dans la majeure partie des cas, ne sont pas qualifiés, n'ont pas les connaissances pour pouvoir juger. Nénette aurait été capturée à l'âge de 3 ans, alors qu'elle vivait encore dans la forêt de Bornéo. Pour capturer un jeune orang-outan, il faut souvent l'arracher à sa mère, qui fera tout pour le protéger. Son histoire exacte est impossible à tracer. Rien ne nous permet d'affirmer avec certitude qu'elle a été capturée. Mais ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, les zoos pouvaient encore arracher des animaux sauvages à leur milieu naturel pour les exposer au public. C'est dingue, c'est tellement petit et vétuste, t'as vu, tout est rouillé, on dirait un lieu à l'abandon en fait. Mais ce qu'on voit, c'est surtout un bâtiment d'un autre temps, terni par les traces d'humidité, et où l'espace semble encore largement pensé pour les visiteurs, avant de l'être pour les animaux. Même eux, ils nous regardent plus, ils regardent plus les humains, ils sont vidés de toute vie intérieure en fait. Déjà pour commencer, merci Ecotalk, parce que vous êtes sûrement les seuls qui avaient vraiment recherché et qui affirmaient effectivement qu'il n'y a aucune archive, aucune traçabilité avant l'arrivée le 16 juin 1972 de Nénette à la ménagerie. Donc on se doute bien qu'elle a été braconnée, mais effectivement on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait qu'elle n'a pas été capturée dans le but d'aller à la ménagerie. Elle a été capturée, qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a servi chez quelqu'un? Est-ce qu'elle a été montrée dans la rue? Voilà, on ne sait pas. On ne sait même pas qui l'a amenée à la ménagerie. Est-ce que ça a été un don? Est-ce que ça a été un débarras ou autre? Mais en tout cas, merci d'avoir souligné ça. Voilà, vous avez clairement le rappel de ce que je disais, c'est un site qui vieillit mal, dans forcément lequel les conditions des animaux sont mis en questionnement et pour lequel il faut vraiment faire quelque chose. Et vous avez aussi un début d'anthropomorphisme qu'on va avoir quand même pas mal de la part de Greg Guillotin tout au long de cette vidéo, à défaut de notre chère Yuna qui est spécialiste là-dedans. Ici, ce sera Greg Guillotin. Cette panthère longibande est atteinte de stéréotypie, une pathologie qui touche beaucoup d'animaux en captivité qui souffrent du manque d'espace. Elle fait sans cesse les mêmes allers-retours, prenant exactement les mêmes trajets. La stéréotypie, il fallait bien y venir à un moment donné. Bon là, clairement, la probabilité qu'il s'agisse d'un cas de stéréotypie pour cette panthère longibande, elle est assez élevée. Mais encore une fois, les seules personnes qui peuvent l'affirmer, ce sont les employés qui s'occupent de cet animal, qui connaissent l'individu, qui connaissent son passé, qui le voient tous les jours, et les personnes qui l'étudient, les éthologues, divers étudiants qui font une thèse dessus, mais en aucun cas, quelqu'un qui regarde la vidéo, qui vient au zoo sur une journée, une après-midi, une matinée, ce que vous voulez, peut confirmer que c'est une stéréotypie. C'est un comportement que l'on peut affirmer sur un suivi. Vous ne savez pas si l'animal a un passif, s'il a des traumatismes, s'il a vécu quelque chose qui fait qu'il fait ce comportement. Donc il faut arrêter de se croire tous experts de la stéréotypie. Je l'ai dit moi-même, il y a de fortes chances que c'en soit une. Mais même moi, je ne peux pas l'affirmer. J'ai tellement de tristesse en imaginant, tu vois, regardez, elle nous regarde, mais c'est très très bien. T'imagines ce qu'on leur fait subir sous prétexte qu'on doit préserver les espèces, mais moi en fait je me dis, parce que les espèces, il y en a eu de tout temps qui ont disparu, malheureusement du fait de l'activité humaine, en fait j'ai l'impression que c'est se donner bonne conscience de créer des zoos pour dire oui mais on les préserve en vie, mais c'est pas une vie en fait, c'est pas une vie, c'est pas décent. Autant en fait
ne pas maintenir dans ces conditions-là des êtres sensibles et aussi intelligents. Oui, effectivement, des espèces ont disparu et disparaissent à cause de l'activité humaine et c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. On sait très bien que c'est des choix principalement politiques. Pour autant, encore une fois, prendre l'exemple de la ménagerie comme exemple général pour tout le reste de la captivité, c'est non. On en a déjà parlé, les conditions de la ménagerie sont ce qu'elles sont. Elles ont du mal à s'améliorer, il faut trouver une solution, mais ce n'est pas un exemple pour tous les autres. Ensuite, créer des zoos pour se donner bonne conscience, non. Le plus récent, c'est Parrot World en 2020, et ensuite, ça doit être la Benne en 2008. Tous les autres parcs, qui sont des années 90, début des années 2000, donc non, c'est pas pour se donner bonne conscience, quand on sait que la plupart de ces parcs sont déjà vieux, ils ont entre 30 et 40 ans en moyenne, certains sont encore plus vieux, la ménagerie évidemment. Donc la bonne conscience, en fait, c'est plutôt le développement qu'ont eu les parcs zoologiques, de changer de mentalité, de ne plus voir les animaux comme des simples tableaux, des simples meubles, de les considérer comme du vivant, de les considérer en tant que tels, en tant que l'espèce qu'ils sont, avec les besoins, de leur apporter de l'eau, leur apporter de la verdure, leur apporter des aménagements, des rochers, des cachettes, les présenter en couple, en groupe, en fonction bien sûr des besoins de l'espèce, et non juste individuellement, sur du béton avec juste des barreaux autour. C'est les inscrire dans des EEP, donc dans les programmes d'élevage européens notamment, afin de pouvoir maintenir une certaine population avec une banque génétique diversifiée. Et c'est financer, soutenir des centaines d'assauts et de programmes de conservation à l'international. Mais si pour vous c'est se donner bonne conscience. La dernière fois qu'on est venu, il y avait une des femelles qui était dans le box juste à côté, qui se cachait sous une vache. Tout le monde était agglutinés autour d'elle, elle se cachait derrière les cordes. C'est ça en fait, ils en ont trop marre d'être regardés tout le temps comme un objet de curiosité. Tu te rends compte ce que c'est? L'utilisation des draps chez les grands singes, et là notamment chez les orang-outans, c'est quelque chose qui est bien connu dans le milieu animalier. Il y a plusieurs raisons, plusieurs utilité qu'on peut leur trouver. Les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à définir exactement l'utilité, mais en tout cas on a pu prouver et vérifier que les orang-outans les utilisaient pour par exemple se refroidir, se cacher, mais pas se cacher forcément du regard des visiteurs parce qu'ils en ont marre, etc. Ça leur apporte un confort, ça leur permet de créer des nids. Souvent on va les voir justement humidifier ces draps et les poser dessus ou s'enrouler dedans. Ça va donc avoir une utilité au niveau de la température. Ils vont les utiliser comme outil. Il y a plein de raisons à cela. Mais encore une fois, c'est le cliché de dire voilà, il se cache parce qu'il en a marre de voir les gens, parce qu'il n'a aucune cachette, etc. Ça, c'est n'importe quoi. La ménagerie est l'un des plus vieux zoos du monde. Créée en 1793, elle permettait aux montreurs d'animaux de se séparer de leurs bêtes jugées féroces ou dangereuses plutôt que de les tuer. À l'époque, les animaux sont offerts comme cadeaux diplomatiques, mais sont accueillis dans de très mauvaises conditions et survivent très peu de temps. Aujourd'hui, leur prise en charge n'a évidemment plus rien à voir. Mais le lieu, lui, semble encore appartenir à une autre époque. Manifestation cet après-midi devant la ménagerie du Jardin des Plantes. L'association Zoopolis qui défend les animaux demande la fermeture du site. Une pétition a déjà recueilli 40 000 signatures. Depuis, les temps ont changé et les mentalités aussi. Sur les réseaux sociaux et dans la rue, de nombreuses personnes réclament la fermeture de la ménagerie et la libération de Nénette. L'association Paz en a fait le cœur de son combat. Et ce qui est saisissant, c'est de se dire que voilà, on a des animaux qui sont derrière des barreaux, derrière des vitres, alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? Bon, là, on a encore un énième rappel que le site est vieux, qu'il date vraiment du tout début. Hein, c'est quand même le tout premier en France et c'est l'un des tout premiers au monde. Qu'il a évolué, mais que c'est toujours pas suffisant par rapport à tous ceux qui ont suivi et qui ont su et savent encore se développer correctement. Donc voilà. Et on arrive à notre chère Amandine de Paz, donc Zoopolis, qui malgré leurs nombreux combats louables sur les conditions animales et leur utilisation dans l'alimentaire, dans les vêtements, dans le cinéma et dans plein d'autres choses. Sur la captivité, je suis désolé, mais on va pas dire qu'ils sont zéro, mais il y a une maîtrise qui est vraiment d'un niveau, mais pas très très bas, quoi. Avec Code Animal, ils font partie de ces groupes que moi j'appelle radicaux, parce qu'en fait, leur seul truc, c'est de fermer les zoos, d'y mettre fin. Mais à côté, ils vont prôner les refuges et les sanctuaires, alors qu'ils sont de vrais purs anti-captifs. Et les refuges et les sanctuaires, c'est de la captivité. Donc il y a une grosse contradiction déjà dans le combat. Pour revenir à Paz, qui veut fermer les parcs zoologiques et notamment fermer le zoo de la ménagerie, il faut rappeler que c'est tout ce qu'ils demandent. Ils font des pétitions en demandant à un maximum de monde de se soulever pour demander la fermeture du parc. Et les animaux, on en fait quoi? Ils n'ont pas de réseau de refuges de sanctuaires. Il n'y en a clairement pas assez de structures d'accueil pour accueillir tous ces animaux. Certains ne peuvent pas. On revient sur le cas de Nénette, mais on y reviendra plus tard encore une fois dans la vidéo. C'est juste irresponsable. C'est vraiment vouloir fermer, jeter les animaux dehors, mais ça ne propose absolument rien. L'argument principal qui justifie encore l'existence des zoos, c'est la conservation. Seulement à la ménagerie, moins de la moitié des espèces présentes sont menacées d'extinction. Donc on se donne le bon rôle, on détruit l'habitat de ces animaux et puis après on dit regardez, on s'auto-félicite en fait de les avoir enfermés. En disant regardez comme c'est bien, on est super. Et ça c'est encore un gros problème actuel de notre société, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ceux qui ont créé les premiers parcs, les premières ménageries, les premiers zoos, et ceux actuellement qui développent les parcs zoologiques et qui ont un rôle de contributeurs dans la conservation. Il y a eu plusieurs dizaines d'années
entre les premières personnes et les autres, c'est pas comparable en fait. On peut pas mettre toutes ces personnes dans le même panier. C'est comme si vous mettiez dans le même panier la personne qui vous a cassé la gueule et celle qui vous soigne. De dire que les zoos existent pour permettre aux animaux sauvages de maintenir, de rester en vie, c'est un prétexte. L'observation, elle se fait in situ, elle se fait pas en France dans des cages, même si les soigneurs font un super boulot, même si les animaux ont beaucoup d'alimentation, les meilleurs soins du monde, ils sont pas nés ici, ils ont besoin de leur environnement. Alors non, c'est pas un prétexte en fait. Et les zoos ne se sont jamais vantés de sauver les animaux. Ils font partie d'un engrenage, d'un ensemble, avec les refuges, avec les sanctuaires, avec les nombreux programmes de conservation et d'action écologique à l'international, de pouvoir effectivement sauver des habitats et des espèces. Ils participent, ils sont aujourd'hui des contributeurs, des acteurs importants, reconnus par les scientifiques. Donc il n'est pas question de prétexte. Et non, encore une fois, c'est fou de devoir dire ça à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la conservation. In situ, sur le terrain, les habitats, en les protégeant, en sensibilisant, en éduquant les locaux à vivre en cohabitation avec les animaux sauvages, à adapter leur commerce, leurs activités, et ex situ, en sensibilisant directement les clients, en soutenant, finançant les programmes, les actions à l'international, qui vont, elles, travailler in situ. Mais c'est un ensemble. La conservation, elle se fait in situ et ex situ. D'ailleurs, petite hypocrisie concernant le refuge Piwak d'Amandine, qui se veut indépendant des parcs zoologiques, ne pas recevoir de fonds de leur part, a depuis 2017 la fondation Le Pal Nature, donc du parc du même nom Le Pal, qui soutient et finance son association, son refuge, ainsi que plein d'autres grâce au Pan African Sanctuary Alliance, la plus grande association de centres de la faune sauvage en Afrique. C'est une amélioration considérable, mais est-ce que ça doit déplacer le débat? Est-ce que leur place est dans cet enclos? Ça n'est rien comparé à leurs besoins, à leurs conditions de vie. Donc le fait de ne pas avoir accès à une forêt, en fait, on adapte des animaux à des conditions de détention. C'est totalement contraire à leurs besoins. Et du coup, ça, c'est un peu une façon de répondre un petit peu à l'évolution des mentalités, à la pression médiatique, on va dire. Mais c'est un peu pour se dédouaner. Oui, c'est clairement pour répondre aux associations et à ceux La pression des associations, qui dénoncent ça. Bon, encore une fois, Amandine qui nous fait une leçon de bien-être animal et sur les besoins animaux d'une espèce alors qu'elle n'a pas les qualifications, c'est assez rigolo. Pour jouer un tout petit peu avec les mots, les animaux ne s'adaptent pas à une vie de détention parce qu'ils y naissent. On ne les a pas capturés dans la nature pour les y emmener, exception de Nénette, même si c'était il y a 53 ans, mais depuis presque un demi-siècle, en France et dans une grande partie de l'Europe, les animaux naissent en captivité. C'est pareil, il faut arrêter avec ce discours actuel de on enferme les animaux. On ne les enferme pas, ils y naissent. C'est jouer avec les mots, mais c'est la réalité. Idem pour l'extension de l'enclos des orang-outans. En fait, ça fait des années que c'était prévu, si on en croit le muséum, et en même temps, on ne peut que les croire, parce qu'un projet comme ça se fait pas sur un claquement de doigts à la dernière minute. Les associations ont sûrement mis un petit coup de pression supplémentaire, mais il faut quand même prendre en compte que le site est classé monument historique, qu'il y a des contraintes patrimoniales, qu'il y a des contraintes restrictions de place, donc forcément, ça demande du temps. En fait, quand on parle de captivité, on pense souvent aux zoos étrangers, aux images choquantes filmées en Asie, dans des parcs où les animaux semblent vivre dans des conditions absolument indignes. Et c'est ce que dénonce Yuna sur les réseaux. Beaucoup l'ont découverte avec cette vidéo d'une ours assoiffée dans un zoo au Japon. Mais il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des animaux enfermés dans des conditions qui interrogent. Cet endroit me fait penser au Japon. C'est le même style. Si j'avais rencontré Nénette au Japon, j'aurais pas été étonnée. Concernant les conditions de captivité des animaux dans les zoos de Moyen-Orient et du continent asiatique, là on est sur une généralité concrète comparée à la généralité qu'on peut avoir en France ou en Europe, qui est plus que discutable parce que tous les parcs sont différents. Là-bas, les conditions sont quand même très souvent les mêmes et sont du coup pires qu'à la ménagerie. Et pour ceux qui connaissent mon contenu et ma relation avec le personnage de Yuna, voilà, vous savez déjà ce que j'en pense. C'est des dénonciations qui n'en sont pas, parce que déjà ces enquêtes ne sont pas des enquêtes vu qu'elle ne prend pas le point positif et le point négatif des sites qu'elle visite. Elle se contente d'une vision anthropomorphée, de jouer sur l'émotionnel plutôt que le rationnel. Elle n'interviewe pas d'employés des parcs zoologiques et surtout elle n'a peu de qualifications et de connaissances dans le milieu, ainsi que des propos, des termes qu'elle utilise qui ne sont pas du tout maîtrisés, comme la stéréotypie, comme les enclos dont elle ne fait même pas des analyses, enfin bref, vous savez. D'ailleurs, elle ne parle quasiment jamais des actions et associations qui sont soutenues et financées par les parcs zoologiques qu'elle visite. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, EcoTalk d'ailleurs ne parlera pas du tout non plus de celles et ceux qui sont soutenus et financés par le Muséum d'Histoire Naturelle, par la Ménagerie de Paris. C'est en travaillant dans un zoo, en découvrant l'envers du décor, que Yuna a commencé à faire des vidéos. J'ai pensé découvrir l'amour des animaux en allant au zoo. J'y allais tout le temps. J'ai commencé à vraiment me rendre compte le jour où j'étais à la ménagerie, le 2 en novembre 2022.
et que j'ai vu Nénette et que j'ai appris que Nénette a des captures de nature. Et là, j'ai tout compris. Je me suis dit, mais je me suis jamais posé la question comment ces animaux sont arrivés ici. Tout simplement, ils ont été capturés, enlevés à leur famille. On l'a déjà fait et on le refera vite fait. Le parcours de Yuna dans le monde animalier, c'est seulement journée soigneur d'un jour aux eaux de la Flèche et un court contrat au service communication du parc de Sainte-Croix. Un court passage qui a débuté en décembre 2024. On a pu avoir une vidéo de Sainte-Croix où c'est Yuna qui, en février 2025, parle du métier de guide nature. Et à partir de mars, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Et selon les rumeurs, ce serait à cause de sa vidéo enquête qu'elle a fait sans l'autorisation du parc. Il lui a valu peut-être d'être fiché dans le milieu, même si aujourd'hui, malgré ces nombreuses enquêtes, dénonciations, attaques, appels au boycott de parcs zoologiques, son CV apparaît, pop, sur certains bureaux de RH de parcs zoologiques pour notamment faire le service pédagogique. Assez ironique. Je vous laisse donc apprécier cette petite pépite avant qu'elle disparaisse totalement, car cette Yuna-là, eh ben, elle était bien, elle avait du potentiel. Je n'aime pas les zoos et pourtant je suis stagiaire dans un parc animalier. Tu trouves ça contradictoire? Laisse-moi t'expliquer. Il y a quelques années, j'ai découvert la réalité derrière les zoos. Les animaux, ils sont souvent fermés pour notre simple divertissement. Résultat, certains développent des problèmes comme la dépression ou l'obésité. Il faut savoir que parc animalier et parc zoologique, ça veut dire la même chose. Mais quand j'ai découvert le parc animalier de Sainte-Croix, ma vision a changé. Ici, les valeurs sont différentes. C'est la priorité au bien-être animal, à l'éducation et à la conservation. Le parc, c'est 120 hectares de nature préservée et des actions concrètes pour réintroduire des espèces. Par exemple, le grand tétra. Cette année, 10 jeunes sont nés ici et ont été relâchés en République tchèque pour repeupler la région. Et le plus beau, ils commencent à se reproduire à l'état sauvage. Des animaux nés en captivité qui donnent vie dans la nature. C'est pas incroyable? Alors oui, la captivité existe. Mais certains parcs, comme le parc de Sainte-Croix, agissent vraiment pour préserver notre biodiversité. Et ça, c'est essentiel. Moi, j'ai décidé de croire en un monde plus nuancé, mais plus actif. D'ailleurs, tu vas pouvoir suivre mes aventures ici, au parc de Sainte-Croix. Alors n'hésite pas à t'abonner. Mais pourquoi la ménagerie continue-t-elle de faire naître des orang-outans en captivité? La réponse officielle, c'est la conservation. Les orang-outans sont aujourd'hui en danger critique d'extinction à cause de la déforestation, du braconnage et la destruction de leur habitat. Mais pour comprendre à quoi servent réellement ces naissances dans les zoos, on a tenté d'interroger des primatologues du muséum. Certains ont accepté, mais la direction a refusé à 2 reprises toutes nos demandes d'interview. Le muséum a enfin répondu à nos questions. Ils viennent de nous répondre par mail. Ils nous ont envoyé ce lien et ça nous dirige vers leur site internet. C'est dommage de poser des questions sans y apporter des réponses, vu qu'en plus, la réponse officielle du muséum, en renvoyant à leur site, en renvoyant à la page sur les rôles dans la conservation, elle est très limpide, très claire, elle explique tout. Elle explique le financement et le soutien de l'association UTA, qui gère les orang-outans du coup en Malaisie, qui permet de sauvegarder des espaces, de pouvoir faire de la replantation. Ils expliquent toute la complexité derrière le cas des orang-outans, que c'est compliqué de les réintroduire dans la nature, créer un sanctuaire ou autre, au vu de la situation actuelle de leur habitat qui est en perpétuelle perte. Mais aussi l'importance des EEP, l'âge de Nénette et du coup le fait que si elle était transférée ou autre, ce serait que du négatif et ça pourrait même aller jusqu'à la mort de l'individu. Le développement du site qui diminue son nombre d'animaux, son nombre d'espèces pour mettre plus en valeur des petites espèces qui sont du coup classées par l'UICN menacées, donc aujourd'hui avec un pourcentage de 44%, mais qui a pour vocation de continuer. Donc toutes les réponses sont sur cette fameuse page. C'est dommage de juste dire voilà, ils nous ont répondu, ils nous ont juste envoyé ça, alors qu'il y a littéralement, peut-être pas toutes, mais une grosse partie des questions qui sont posées, qui sont répondues sur cette page. Et après, pour ce qui concerne les employés, la discrétion, les autorisations de répondre ou pas, ça, je ne pourrais m'exprimer. Vous me confirmez que les animaux qui naissent ici, c'est des animaux qui sont nés en captivité, ils ne sont pas allés les chercher dans leur milieu naturel? Aujourd'hui, oui. Ouais. Elle doit nous voir comme des... Enfin, les humains, c'est des tortionnaires pour elle, rien d'autre en fait. En nous plongeant dans les archives de la ménagerie, on a découvert à quel point les animaux vivaient dans des conditions effroyables. À partir des années 1920, sous la pression du public, les premières améliorations apparaissent. Les rations augmentent, certains enclos sont réaménagés et la question de l'ennui commence enfin à être prise en compte. Il n'y avait pas d'histoire de bien-être animal, hein. La ménagerie du Jardin des Plantes, c'était pas ça à l'époque. Et du coup, en fait, c'était juste un objet. Enfin, les animaux, c'est un peu les objets de curiosité. Donc on allait les voir, c'est un peu étrange, un peu divertissant, mais du coup, c'est plus du tout adapté à l'époque. Alors je sais qu'on dit que c'est un emblème, Nénette est un emblème historique. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut passer le côté historique, il faut passer le côté scientifique et se poser des questions au niveau moral et éthique, je pense. D'avoir des singes, des grands singes enfermés comme ça, exhibés aux yeux du public, c'est plus acceptable en 2026, tout simplement. Pour l'association Paz, tous les animaux de la ménagerie devraient être transférés vers des sanctuaires adaptés. Nénette aussi, malgré son grand âge. Et là, on nous dit parce qu'elle est âgée, alors elle a de l'arthrose, ce qui n'est pas non plus gravissime, alors il faudrait la laisser là. Au contraire, nous on se dit il faut qu'elle vive quelques mois, quelques années en liberté, avec un environnement le plus proche possible de son milieu. On entend souvent que Nénette ne serait pas apte à être transportée. Ça, c'est un vétérinaire indépendant de le dire, premièrement. Je ne peux pas accepter de me dire qu'après avoir vécu plus de 50 ans derrière les barreaux, elle meurt dans un lieu aussi inadapté pour elle. En 2021, Paz a rédigé une tribune pour remettre en cause la détention de Nénette. Parmi les signataires que nous avons réussi à contacter, 5 ne souhaitaient plus s'exprimer sur le sujet.
Seuls 2 ont accepté de nous accorder une interview. Certains ne pensent qu'à une chose, c'est augmenter nos connaissances, donc peu importe les actions qu'on va avoir. D'autres se disent non, il faut absolument préserver totalement les animaux, peu importe si on se prive de connaissances qui seraient éventuellement utiles pour l'humain. On remet une pièce dans la machine de l'ignorance de Amandine de Paz sur tout, en fait. C'est fou d'être à ce point-là à l'ouest, alors que elle a les informations, en fait, on lui donne les choses, mais non. Ça veut pas rentrer, hein, c'est tout. Après, on est tous d'accord sur le fait que, effectivement, c'est dommage que Nénette ait vécu autant d'années dans ces conditions-là à la ménagerie, alors que, je sais pas, à la Boissière ou à Amnéville, par exemple, elle aurait pu vraiment mieux profiter, en tout cas, dans de meilleures conditions. Mais voilà, elle était à la ménagerie a du mal à se développer. Malheureusement, Nénette est vraiment un cas spécifique. Concernant les signataires, ça aurait été bien de savoir sur combien de signataires, déjà de base, combien ont refusé, combien ont accepté. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que sur les signataires, il y en a 5 qui se sont désistés, mais il y en a peut-être qui n'ont pas donné de réponse du tout. Et du coup, seuls 2 ont accepté de parler. Donc l'expert en neurologie et du coup aussi éthologie, qui a vraiment un discours très intéressant. Et du coup, Amandine du refuge Pewak. Et surtout, ils sont dans un climat qui n'est pas du tout adapté, quoi. Ils vivent où, ces animaux? Normalement, ils sont en Afrique. Voilà. Encore un cliché, et là c'est vraiment le cliché des clichés, ça concerne la provenance des animaux et surtout les Africains, il y en a énormément. Il faut vraiment arrêter de penser que les animaux ne se sont pas acclimatés, ne se sont pas adaptés alors en plus pour la ménagerie, en plus d'un siècle, en 2 siècles d'ailleurs, parce que je disais tout à l'heure c'était 200 ans, je crois. Donc déjà l'acclimatation c'est assez rapide à se faire, hein. J'adresse ce message à tous ceux qui voyagent beaucoup, qui se baladent, que ce soit juste à travers la France ou qui ont été déjà en Europe, hors Europe d'ailleurs, on s'acclimate quand même assez facilement. Les animaux, c'est la même chose. Il y a des cas spécifiques, mais de manière générale, c'est la même chose. Et pour les animaux d'Afrique, il faut arrêter de croire qu'en Afrique, il fait tout le temps 40 degrés, parce que déjà, ce n'est pas vrai. Et il faut savoir que les écarts de température ont une plus grande importance, parce que autant nous, on a une température qui est assez régulière, assez stable, autant de jours comme de nuit, autant en Afrique, quand vous avez des journées à 40, allez, on va se mettre au goût du jour, 50 degrés, et que vous avez des nuits qui sont en dessous des 10 degrés, voire négatifs, je suis désolé, mais c'est quand même moins brutal chez nous. Les gens aiment les animaux. Et les gens pensent aimer les animaux en allant au zoo. Aujourd'hui, on prouve et on montre au monde entier que non, on ne peut pas aimer un animal et aller au zoo. Ça m'émeut. Bonjour. Bonjour. Ok, enchanté. On s'était vu. Vous arrêtez de filmer. Yuna. Bah si, on peut aimer les animaux et aller au zoo, comme on peut aimer les animaux et manger de la viande, comme on peut aimer les animaux et avoir un téléphone, comme on peut aimer les animaux. Et enfin, les raisons sont tellement multiples, franchement, il n'y a même plus d'argument en fait, il n'y en a pas besoin. Au passage, assez drôle le petit moment de bonjour, vous me reconnaissez? On s'est déjà vu, on en a déjà parlé, hein? Entre guillemets, que vous dérangez, etc. Alors, est-ce que c'était pour EcoTalk, est-ce que c'était pour Yuna? Je ne sais pas trop, mais bon, Yuna est déjà fichée un petit peu partout. EcoTalk encore, ça passe. Mais bon, assez rigolo. Et attention, alors là, le summum. On vient de se faire virer, voilà. Parce qu'encore une fois, quand on dénonce les choses, on vire les gens qui dérangent. L'exemple parfait de la contradiction performative, ou si vous préférez de l'hypocrisie, hein, parce que Yuna et ses mentors Code Animal, Paz, sont les rois de la censure envers les personnes qui contredisent leurs propos, leurs dires. Yuna est très connue pour censurer ce type de commentaires, pour censurer n'importe quel commentaire de n'importe quel pro du monde animalier, que ce soit un soigneur, un éthologue, un vétérinaire, ce que vous voulez. Il sera censuré parce qu'il va dire des choses qui sont contradictoires par rapport à son contenu. Et il en va de même pour les tentatives de prise de contact, même les plus amicales qui soient, qu'elle a ignorées ou qu'elle a tout simplement bloquées. Donc là, belle perf. Si on pouvait fermer cet endroit au plus vite, quoi. Mais bon, c'est ce que tu disais, Thomas, ça n'a pas l'air d'être d'actu. Ça me paraît mal barré, ouais. Mais c'est incroyable. Non mais je veux dire, on est dans un endroit, de toute façon, on est en plein Paris, c'est pas adapté à pouvoir construire, même si on parle d'un zoo moins pire, entre guillemets, tu vois. On pourrait même pas le faire. L'humain a du mal à accepter la morale. Et tout de suite, quand tu essayes de faire passer des messages pour défendre les animaux, ils vont le prendre contre eux, parce qu'ils vont se sentir coupables. Il ne s'agit pas d'attaquer le Muséum d'histoire naturelle pour l'attaquer. Il s'agit de pousser un cri d'alarme. On a demandé aux scientifiques ce qu'ils pensent vraiment d'un potentiel transfert de Nénette vers un sanctuaire. Il faut des sanctuaires, sans doute. Et ça, c'est une discussion qu'on doit mener avec eux, pas simplement contre eux, mais avec eux, à condition qu'ils veulent bien. Sinon, en tout cas, il faut d'une certaine manière les ramener à la raison. Oui, ce serait bien en effet de la déplacer, de la mettre dans un refuge. Si ça se fait, il faut que ça soit fait de manière douce, pour pas la frustrer, pour pas la stresser. Je ne crois pas non plus qu'un animal né en captivité ou un animal qui a passé 50 ans ne puisse pas retrouver son instinct. Ça, c'est vraiment mettre l'homme au-dessus de tout et dire bon, il n'est pas capable, quoi.
ça mérite une réflexion, ça mérite un débat, et ça mérite peut-être aussi, ce sera une expérimentation d'une certaine manière. Il faut qu'on arrive à trouver des alternatives. Et donc il y a des initiatives diverses et variées qui sont en train de voir le jour. Par exemple à Bruxelles, il y a l'association Gaïa qui a créé là, le zoo du futur, un lieu où on peut se rendre et voir avec des lunettes de réalité virtuelle des animaux en liberté dans leur milieu. Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, à part l'incompréhension des dires de la primatologue au vu du cas de Nénette, enfin, je sais pas, au vu de son grand âge, au vu de... Je ne comprends pas le fait de vouloir la bouger, mais bon. Et pour, encore une fois, hein, Amandine de Paz, oui, des alternatives, il y en a, on l'a dit avant, la ménagerie est en train de faire le tri dans ces animaux en mettant l'accent sur les petites espèces menacées. Moi-même, j'avais dit que certains enclos, voilà, pourraient présenter tout simplement des faux animaux, quelques écrans, voilà, histoire de garder quand même la bâtisse telle qu'elle est et de montrer les conditions dans lesquelles étaient les animaux avant. Par contre, un projet comme le zoo du futur de Gaïa en Belgique, à Bruxelles, non, franchement, faut arrêter. Déjà, si vous avez regardé les retours, les graphiques, la qualité des animaux des habitats est éclatée. Ce n'est pas une visite libre. Vous payez pas très cher, je sais plus, c'est entre 12 et 20 €, mais vous payez pour 45 minutes, donc vous êtes chronométré. Vous passez à travers 3 ou 4 salles dans lesquelles il n'y a que des écrans, que des casques VR. On le voit, les retours des gens, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire à travers ça? Ils s'amusent à caresser les animaux. Donc non, c'est du renforcement négatif en fait. On est en train d'inciter les gens à faire des choses qu'on leur dit de ne pas faire dans les parcs zoologiques actuels. Donc il y a ça, il y a l'absence de messages clairs de conservation, de sensibilisation. Et en plus de ça, ça tourne à fond aux écrans, à l'électricité, à l'IA. C'est une catastrophe écologique. Donc désolé, mais le zoo du futur, bah c'est pas le futur qu'on veut. On n'a aucun doute sur le fait que pour les soigneurs de la ménagerie, le bien-être des animaux est une priorité. Et c'est justement pour ça qu'il faut ouvrir le dialogue. Mais on a vraiment l'impression que le muséum reste bloqué dans un système arrivé à bout de souffle qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. La priorité, c'est d'évoluer ensemble, de trouver des solutions dans l'intérêt des animaux, pas dans celui des bénéfices qu'ils peuvent rapporter. Il faut penser à toutes ces victimes sans voix, celles qui ne parlent pas notre langage et qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. Voilà, comme ça a été si bien résumé, le plus important c'est de travailler tous ensemble plutôt que de se faire des petites guéguerres inutiles. Donc on remerciera bien sûr tous les groupes anticaptifs comme Paz, Code Animal, One Voice aussi par moment d'ailleurs, hein, enfin c'est même pas par moment, qui vont du coup, plutôt que de trouver des solutions et de travailler ensemble, vont entrer en guerre, essayer de dénier le travail des parcs zoologiques qui est reconnu scientifiquement encore une fois. On est donc sur une vidéo avec une expertise qui n'est pas vraiment à un très haut niveau, hein. Heureusement il y a les deux invités, même si voilà, pour la primatologue, il y a des choses qui, pour ma part, me dérangent. Mais sinon, Amandine de Paz, voilà, qualification 0. Yuna, qualification 0,2. Et Ecotol qui fait un putain de travail par rapport à la sensibilisation justement sur l'écologie, sur plein de choses, mais qui, concernant la captivité, je ne sais pas si c'est à cause d'influence ou si c'est eux, leur point de vue qui est complètement biaisé, mais là encore, c'est pas bon, hein. Vous avez, encore une fois, je le redis, vous avez zappé de parler des actions et des programmes qui sont soutenus et financés par la Ménagerie de Paris, qui n'est pas l'exemple, qui n'est pas la généralité de toute la captivité en France. Encore une fois, la Ménagerie de Paris, c'est un cas bien particulier. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker, faire des commentaires, partager en masse. Il faut susciter le débat, il faut échanger là-dessus parce que il y a un bout d'un moment la désinformation, la diffamation, même s'il y a plein de bons points dans cette vidéo, je dis plein, il y a des bons points dans cette vidéo, mais il y a quand même pas mal encore de points qui sont trop d'actualité, qui atteignent malheureusement les personnes les plus naïves, les moins qualifiées, qui ont moins de connaissances. Et franchement, c'est dangereux pour les animaux, pour les parcs zoologiques, pour la conservation. Allez, ciao. Hop, tu croyais peut-être que c'était fini? Notre amie Yuna nous a fait l'honneur de faire une vidéo React résumant très bien son contenu à elle, à savoir l'émotionnel avant le rationnel. Avec sa propre imagination de la vie qu'aurait pu avoir Nénette, qui, si on y réfléchit bien, n'aurait peut-être pas été si magnifique que ça, parce que ça se trouve, elle serait déjà décédée depuis de longues années, suite à l'abattage d'un arbre ou à un feu de forêt. Mais ça, personne ne le saura jamais.